Mes premières années de cours ont été consacrées à Confucius. Le message de Confucius est un message humaniste, on pourrait dire, même si ce n'est pas au sens de l'humanisme européen, de la Renaissance, mais c'est un message qui recherche véritablement la façon de fonder le vivre ensemble et donc de rendre possible une vie humaine sur Terre, on pourrait dire dans la durée. Et ce propos sur Confucius m'a amené à vouloir décentrer véritablement la Chine, qui actuellement dans le discours ambiant, le discours médiatique et dans le discours officiel des autorités chinoises, parle beaucoup de la Chine comme si c'était en fait une entité autosuffisante et en plus actuellement donc en pleine montée en puissance. J'ai voulu ouvrir donc cette centralité et cette essentialité chinoise sur ces deux grands voisins, donc à l'ouest l'Inde et à l'est le Japon. Nous avons cette importation d'une spiritualité extrêmement forte qui est représentée par le bouddhisme, qui était en Inde elle-même une nouveauté par rapport donc à la civilisation védique et qui a réussi véritablement, je pense, à transformer complètement la vision que la Chine pouvait avoir d'elle-même et du monde. Le bouddhisme a obligé donc les penseurs et les hommes d'État confucéens à repenser complètement leur vision du monde humain autour de l'an 1000, enfin pendant que l'Europe bâtissait des cathédrales. On peut dire que la Chine, avec la dynastie des Song, a véritablement, repensé tout le fond confucéen, avec donc de très grands hommes d'État, enfin qui ont véritablement refondé une société civile, et d'un autre côté donc une attention extrême portée justement à l'individualité, c'est-à-dire à la construction de l'individu avec des pratiques méditatives, spirituelles, empruntées directement au bouddhisme. Mon cours fera donc un rappel justement de ces circulations bouddhiques entre l'Inde et la Chine, mais en même temps une retraduction justement de ces circulations avec des enjeux tout à fait modernes, c'est-à-dire savoir comment ces grandes civilisations de l'Asie peuvent se repenser face justement à ce qui est perçu à l'époque comme une suprématie occidentale. Circulation qui symboliquement a été reprise par une figure marquante du début du XXe siècle, le poète, écrivain, artiste indien donc, qui a obtenu le prix Nobel de littérature, donc Tagore, qui, c'est un fait bien connu, donc a fait le voyage en sens inverse, c'est-à-dire de l'Inde vers la Chine et vers le Japon, et qui a été un porteur symbolique et très, très fort de cette mentalité pan-asianiste. Au fond, cette idée que l'Asie, si elle arrivait à s'unir, pouvait être véritablement porteur d'un nouveau message pour l'humanité, un message qui serait différent justement de la foi européenne, occidentale, dans le progrès indéfini, sans limite.
Dans le mouvement du panasianisme qui a occupé vraiment toute la première moitié du XXe siècle, le Japon a véritablement joué le rôle de locomotive, hein, puisque on pourrait dire que le Japon avait une sorte de métro d'avance sur tout le reste de l'Asie, avec cette politique de modernisation donc, de l'ère Meiji à partir des années 1860. Donc aussi bien les intellectuels modernistes chinois que indiens regardaient vers le Japon. Et je pense que là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier donc, dans les débats actuels et dans ce que nous observons des relations géopolitiques justement entre ces trois entités. On l'aperçoit essentiellement en termes conflictuels, mais je pense que sur le plan culturel, il faudrait vraiment rappeler précisément cette proximité et cette, on pourrait dire, cette collaboration en fait très très proche qui a marqué véritablement les deux millénaires de l'ère chrétienne.